Faudrait que tu ouvres ton micro. Ce sera une très première bonne étape. M'excuserez, mes aptitudes ne sont pas très développées en termes de projection de diaporama. Je prends pour acquis que ça va fonctionner. Parfait. Bon, ben, écoutez, bonjour tout le monde. Désolé pour le petit retard. Simon-Alexandre Barabé, conseiller syndical aux relations de travail pour la PTS depuis octobre 2017. Donc, écoutez, c'est moi qui vais vous faire la présentation. Je vous dirais que c'est une petite présentation, c'est une mise en bouche par rapport à tout ce qui est du cheminement du grief. Donc, sans en dire davantage, on va débuter. Ben, écoutez, quelques petites notions pour se mettre un peu dans le bain. Il faut savoir qu'un grief, en fait, c'est quoi? Ben, c'est une mésentente relative à l'interprétation ou l'application de la convention collective. Ou également, évidemment, il faut comprendre la convention collective. Ben, c'est une entente écrite qui est relative à vos conditions de travail. C'est un contrat de travail qui est non pas individuel, mais collectif entre votre syndicat et l'employeur. Il faut qu'on prenne en considération toutes les chartes, toutes les lois applicables au niveau de la santé et sécurité, au niveau de tout. Et un grief, en soi, c'est un recours comme un autre. Un grief, ça peut être individuel, ça peut être collectif, ça peut être même syndical. Et là, au cas où certaines se demanderaient, mais qu'est-ce que le syndicat aurait à réclamer? Bien évidemment, c'est le respect de la convention pour les membres, pour les salariés qu'ils représentent. Et des fois, ça peut même y aller au niveau d'un grief syndical qui va réclamer des dommages ou des sommes suite au non-respect de dispositions de la convention collective qui ont pour effet de décrédibiliser ou d'atteindre d'une certaine façon l'image et la réputation du syndicat. Donc, un grief peut être déposé par la personne salariée, peut être déposé par le syndicat, ça peut viser un paquet de choses. Il n'y a pas de formalité vraiment. On n'est pas dans un tribunal de droit commun tel que la Cour supérieure, la Cour d'appel ou la Cour suprême, où il y a vraiment des règles de procédure extrêmement rigoureuses. Un grief, évidemment, ben, ça conteste un élément, une action, une omission, une négligence de l'employeur ou d'un de ses représentants ou représentantes, pardon. Évidemment, quand on conteste quelque chose, s'ensuit une réclamation, donc soit la restitution des droits ou des bénéfices ou des privilèges privés à la convention collective dont aurait été privée une personne salariée. Ça peut être déposé, sachez également que ça peut être déposé par la partie patronale. C'est sûr que je vous dirais que c'est très peu commun parce que vous savez peut-être comme moi que l'employeur, habituellement, quand il y a une décision à prendre, il ne va pas nécessairement se prévaloir d'un grief. Par exemple, s'il y a une somme qui a été versée en trop, c'est plus commun que l'employeur va tout simplement récupérer, à titre d'exemple, une somme qui a été versée en trop sur votre paye, ben, il va la récupérer à la paye suivante et ainsi de suite. Mais ça existe. Pour la petite histoire, au 6 de l'Outaouais, on a à peu près on a 2 griefs qui ont été déposés par la partie patronale depuis les 4-5 dernières années. Donc, c'est vous dire à quel point c'est très peu commun. La convention collective, comme vous pouvez le constater, ben, c'est ça. C'est l'entente écrite relative aux conditions de travail conclues entre votre syndicat et l'employeur. Comme je le disais un peu plus tôt, il faut que ça respecte l'ensemble des lois d'ordre public, incluant surtout la loi sur les normes du travail, qui est en quelque sorte la loi plancher en termes de conditions de travail. Toujours quelques petites notions pour se bien mettre dans le bain quant au cheminement d'un grief. Ben, qui dit grief peut possiblement dire arbitrage, et qui dit arbitrage dit arbitre, ou d'une autre façon, en d'autres mots, un juge. Parce que l'arbitre, en fait, c'est le juge. L'arbitrage, c'est quoi? Ben, c'est le processus par lequel, une fois que les parties ont discuté, donc le syndicat et l'employeur ont discuté d'une problématique, que cette problématique-là n'est pas réglée, n'est pas résolue à l'intérieur d'un délai raisonnable, parce qu'on va arriver par la suite au niveau des délais qui sont à respecter en vertu de la convention collective et du Code du travail. Ben, l'arbitrage, c'est l'étape ultime quand il y a un désaccord qui persiste. Donc, évidemment, autant la partie patronale que la partie syndicale peut se prévaloir de l'arbitrage qui est en fait la procédure selon laquelle les parties signataires d'une convention collective vont s'en remettre à un tiers, en l'occurrence le juge ou l'arbitre, pour régler la mésentente, soit le grief. Il faut savoir que tout n'est pas arbitrable et je vous donne juste un exemple.
une contestation par rapport à une réclamation faite auprès de la CNSST en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, ça ne fera pas l'objet d'un grief si jamais il y a désaccord. Si, par exemple, la CNSST refuse votre réclamation, bien, c'est plutôt vers le tribunal administratif du travail vers lequel se tourner. Donc, le grief et le processus d'arbitrage touchent essentiellement la convention collective. Il faut savoir aussi que l'arbitrage, ben, si on a à se rendre là, heureusement ou malheureusement, tout dépendamment de l'évaluation du dossier et de l'ouverture à l'employeur à régler ou convenir d'une entente pour ne pas se rendre à cette étape ultime, ben, il faut savoir que l'arbitrage, c'est public et que les huis clos sont très peu communs. Donc, n'importe qui, autant vous, autant moi, que n'importe qui pourra assister à une séance d'arbitrage. C'est un mode de règlement des conflits qui est dit plus souple et plus rapide que les tribunaux traditionnels en droit commun. Donc là, on fait surtout référence à la Cour supérieure, à la Cour d'appel, à la Cour suprême. Et là, encore là, je dis bien un mode de règlement des conflits dit plus souple et plus rapide. On y reviendra par la suite, le pourquoi je mets des guillemets par rapport à ces termes-là. L'arbitre, c'est celui, en fait, qui préside les auditions. Je dis audition, mais ça peut être également, c'est aussi un synonyme d'arbitrage. C'est sûr qu'une audition, ça peut être l'audition d'un grief, l'audition d'un recours en matière civile, en matière criminelle, mais on parle surtout de l'arbitrage parce que c'est propre à notre régime de droit collectif du travail. L'arbitre, c'est qui? C'est un juge, en fait, qui a les mêmes pouvoirs qu'un juge en droit. Donc, lui va être chargé, il doit faire preuve d'impartialité. Il est chargé, en fait, de trancher le litige entre le syndicat et l'employeur. Syndicat, évidemment, qui va représenter ses membres. Donc, par extension, ce n'est pas nécessairement un recours au nom du syndicat, même si c'est le syndicat qui porte le recours, mais ça va être plus au nom d'une ou plusieurs personnes salariées. L'arbitre, faut s'entendre avec l'employeur, entre l'employeur et le syndicat. Il faut qu'on s'entende sur un choix d'arbitre pour procéder dans un dossier, pour qu'on puisse aller en arbitrage. Évidemment, la pratique depuis les dernières années, ce n'est pas nécessairement de s'entendre sur un arbitre parce que vous comprendrez que chaque arbitre, s'il y a un choix d'échange, s'il y a un choix en fait entre les arbitres, puis qu'il y a un échange qui se fait entre les parties pour choisir un arbitre, c'est bien parce qu'il y a certains arbitres qui ont un penchant un peu plus syndical, d'autres qui ont un penchant un peu plus patronal. Puis ça, on se fie surtout à ça par rapport aux décisions de jurisprudence qui ont rendu dans les mois, dans les semaines, dans les années passées. C'est ce qui conduit un peu notre choix sur un arbitre. Évidemment, c'est très, très, très fréquent qu'on ne s'entende pas avec la partie patronale sur le choix d'un arbitre. Dans ce cas-ci, il faut s'en remettre en fait au niveau du ministre du Travail. Donc là, c'est tout simplement une demande qui est faite auprès du ministre afin qu'un arbitre soit nominé dans les 60 jours suivant notre demande. Au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, il faut savoir qu'on a environ un bassin d'une trentaine. Là, c'est sûr qu'on avoisine une quarantaine d'arbitres. Je vous dirais que c'est peu. Je vous dirais que c'est peu, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Puis on va y revenir ensuite dans les prochaines diapositives. Je vais vous expliquer en quoi je mettais quelques guillemets par rapport à l'arbitrage, comme quoi c'est un processus qui est souple, qui est rapide, qui est expéditif, puis qui est un mode de règlement alternatif aux tribunaux en droit commun. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Au niveau du cadre légal, donc les lois applicables, ben, il faut savoir qu'est-ce qui s'applique par rapport au grief. C'est sûr qu'il y a différentes lois qui viennent encadrer la convention collective et son processus de règlement des conflits des différends, soit l'arbitrage. On parle notamment de la loi sur les normes du travail. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment le plancher. C'est vraiment les normes minimales en termes de conditions de travail. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, comme on dit, donc nul ne peut y déroger. La loi sur les normes du travail, ça établit les règles minimales à respecter, soit au niveau du délai dans lequel l'employeur doit vous verser votre paye, au niveau du pourcentage de rémunération de vacances qu'il doit vous verser selon le nombre d'années de service que vous avez auprès de lui. C'est tout cet ensemble de conditions de travail qui sont régies par la LNT, par la loi sur les normes du travail. Par la suite,
ce qui encadre principalement, mais non seulement la loi sur les normes du travail, en fait, nos rapports collectifs en droit du travail, ben, c'est le Code du travail. Ça, c'est vraiment propre à tout ce qui est syndicat employeur. Donc là, évidemment, le Code du travail, c'est ce qui prévoit le contrat collectif de travail qu'est la convention collective. Ça vient établir les mécanismes de règlement des conflits des différends au niveau de tous les délais pour procéder, pour faire nos demandes d'arbitrage, pour faire nos dépôts de griefs dans des délais qui sont vraiment de rigueur. Évidemment, le Code du travail, ben, c'est quand même une loi qui permet d'aller au-delà de ce que prévoit la loi sur les normes du travail en termes de normes minimales de conditions de travail. Toujours au niveau du cadre légal, parlons un petit peu de la convention collective. Qu'est-ce que la convention collective nous enseigne par rapport au grief, par rapport à toute autre mésentente qui pourrait être assimilable à un grief? Bien évidemment, la première étape avant de déposer un grief, c'est toujours d'en discuter avec son gestionnaire ou sa gestionnaire. J'ai mis le terme supérieur ou supérieur immédiate. Vous aurez vite compris que je ne suis pas un fan, je ne suis pas très friand de ce terme, mais c'est ce que la convention collective nous enseigne, nous édicte en fait à respecter. Donc, on vous a mis quelques petits articles juste pour vous faire un peu un petit portrait des délais et des étapes qui entourent le dépôt d'un grief. Donc, en fait, première étape, c'est simple, d'en parler, si possible, avec son gestionnaire ou sa gestionnaire. Par la suite, évidemment, ça va être d'en parler avec son syndicat. On va arriver à toutes les étapes par la suite, mais sachez quand même qu'avec les articles qu'on vous illustre ici même, il y a des délais à respecter. Et des fois, ben en fait, on va tout simplement aller dans le délai au niveau de l'article 11.02. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à compter du moment où on a connaissance du fait qui donne lieu à un grief, donc je donne un exemple. Vous recevez votre paye, je ne sais pas, là, on est le 24, vous avez votre paye le 26 mai. Le 26 mai, vous constatez qu'il y a une erreur ou que l'employeur vous a déduit votre banque de maladie, par exemple, vous étiez en invalidité, il n'aurait pas dû ou quoi que ce soit. Bien, c'est là le point de départ à partir duquel le compteur de 60 jours pour déposer un grief, il débute. Le 60 jours, c'est un délai au niveau de la convention collective, mais c'est également un délai qui est encadré par le Code du travail. Ça, c'est pour toute matière générale sur laquelle on voudrait contester ou on constaterait qu'il y a eu un droit auquel on a droit qui a été bafoué. Au niveau des mesures disciplinaires, les délais sont un petit peu plus courts. Donc, s'il y a un avis écrit, s'il y a une suspension ou même en cas de congédiement, soit la peine capitale en droit du travail, comme on le dit, bien, on a 30 jours à compter de l'imposition de la mesure pour déposer un grief. Pour ce qui est des années d'expérience antérieure, donc la reconnaissance d'années d'expérience antérieure pour des questions de salaire, pour des questions de mauvais titre d'emploi qui ont été attribués, pour des questions de primes, suppléments ou rémunérations additionnelles, pour des questions d'indemnité de rappel ou de temps supplémentaire ou encore même de quantum, en fait, de prestations d'assurance salaire, sachez que le délai, c'est non pas de 30, non pas de 60, mais bien c'est pas de 30 jours, 60 jours, mais bien de 6 mois. Évidemment, quand on dépose un grief, avant même de déposer un grief, il faut en avoir discuté avec la partie patronale. C'est ça par quoi on passe habituellement là, des sujets en comité de relations professionnelles. Notre acronyme, c'est CRP, tout simplement pour faire ça plus simple que comité de relations professionnelles. Au niveau, toujours dans la même veine, au niveau du cadre légal qui entoure la convention collective et le dépôt d'un grief, sachez qu'à compter du moment où on dépose un grief, l'employeur n'a pas le choix de nous répondre. Bon, on ne vous cachera pas que de façon générale, autant dans le public que dans le privé, les employeurs font répondre tout simplement par une étampe qui inscrit non fondé en fait et en droit. En fait, c'est tout simplement non pas parce que l'employeur ne considère pas le grief, n'en fait pas l'analyse, même si on peut se douter que plus souvent qu'autrement, ils n'en font pas l'analyse pour essayer de régler le problème en amont. Bon, je me trompe toujours, mais bref, avant qu'on ait à déposer un grief, l'employeur n'a pas le choix de nous donner une réponse au syndicat à compter du moment où on dépose un grief. Il y a 15 jours pour le faire. Un coup qu'il nous a donné sa réponse, qui souvent est une fin de non-recevoir, bien à ce moment-là, on a 6 mois à compter du moment où on a déposé grief pour demander l'arbitrage. Donc, demander à ce
un arbitre soit choisi parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution ou une entente qui est convenable pour nous, pour le ou la membre ou les membres qui sont concernés, ainsi pour l'employeur. On n'a pas le choix de s'en... faut qu'on choisisse un arbitre. Plus souvent qu'autrement, on ne s'entend pas sur le choix de l'arbitre, ce qui revient à nommer à ce que cet arbitre-là, un arbitre en fait, sur lequel on n'a pas le choix, on n'a pas le contrôle de la nomination, ben, ce soit remis entre les mains du ministère du Travail. Il y a 3 matières. On vous inscrit aussi au niveau de l'article 12.21. C'est peut-être pas pertinent pour lancer. Peut-être que ça a déjà été pertinent pour vous dans le passé, peut-être que ça va l'être éventuellement. Bref, on espère que non. Mais sachez que si jamais il y a une problématique entourant votre choix de vacances, l'octroi d'un congé sans solde ou l'octroi d'un congé à traitement différé, ben, ces 3 matières, ces 3 sujets sur lesquels les délais sont très, très rapides. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à compter du moment où, par exemple, vous constatez que votre choix de congé annuel, ben, le principe d'ancienneté n'a pas été respecté et vous auriez dû avoir le choix initial que vous avez fait, ben, la première étape, c'est d'appeler votre syndicat pour dire, écoute, là, il y a un problème. Nous, c'est sûr que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça. Rapidement, on va devoir déposer un grief dans les 15 jours, en fait, suivant le signalement de la problématique. Par la suite, un coup qu'on a déposé le grief, on a 15 jours pour procéder devant un arbitre unique. C'est vous dire à quel point c'est un mode, si on appelle ça la procédure sommaire, on appelle ça un arbitrage accéléré. L'arbitrage accéléré, comme je vous le dis, c'est seulement sur les 3 sujets qui sont énoncés à la diapositive dans le bas. Ça prend 30 jours. Fait qu'au terme du 30 jours, à partir du moment où vous avez signalé la problématique, techniquement, il devrait y avoir une décision à savoir est-ce que votre plainte est accueillie, est-ce que votre plainte est rejetée. Maintenant, parlons un petit peu du fardeau de la preuve, à qui il revient. De façon générale, il y a un principe selon lequel qui se plaint doit prouver. C'est un peu le même principe, mais à quelques exceptions près, en droit des rapports collectifs du travail. Donc, vraiment au niveau de notre réalité ici même. Vous aurez remarqué qu'on vous a mis quelques petits articles, en fait, un article de la Convention collective ainsi qu'un article de la Charte de la langue française. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que pour l'ensemble des griefs qu'on a à déposer, c'est nous, le syndicat, qui avons le fardeau de preuve de démontrer, premièrement, qu'il y a eu faute et que, deuxièmement, qu'il y a eu préjudice. C'est souvent le processus habituel par lequel on doit passer devant un arbitre. Donc, en arbitrage, quand on fait auditionner, qu'on fait arbitrer le grief. À quelques exceptions près. Et je vous explique pourquoi. Mais vous l'aurez peut-être déjà lu à même la diapositive, c'est que dans les cas de grief qui portent sur des mesures disciplinaires, donc un avis écrit, une suspension ou un congédiement, c'est à l'employeur que revient le fardeau de la preuve. Donc, c'est à lui de démontrer plusieurs aspects de la mesure qu'il a pris, notamment la proportionnalité de la faute par rapport, la proportionnalité de la mesure par rapport à la faute. C'est ce qu'on appelle le principe de gradation de sanction. C'est la même chose au niveau d'un grief relatif aux critères d'attribution d'un poste. Donc, vous estimez qu'un poste devait vous revenir, mais que l'employeur l'a plutôt octroyé à un ou une autre de vos collègues. Bien, à ce moment-là, le fardeau de la preuve, il n'est pas au syndicat, il est à l'employeur. Ces 2 sujets-là sont propres à la convention collective, mais il y a un sujet qui est la connaissance d'une langue autre que le français. Habituellement, on va parler de l'anglais. C'est un sujet pour lequel, quand l'employeur exige la connaissance d'une langue autre que le français, donc l'employeur va vous demander, par exemple, à même un affichage de poste, d'avoir une connaissance suffisante de l'anglais à l'écrit, au parler, bref, c'est à l'employeur de démontrer que cette exigence-là, qu'en fait, que l'accomplissement de la tâche, donc l'obtention du poste, nécessite réellement la connaissance d'une autre langue, soit en l'occurrence l'anglais. Ça, c'est vraiment les 3 matières sur les. En fait, c'est exclusivement les 3 matières au niveau de la convention collective et au niveau des lois applicables pour lesquelles c'est à l'employeur que revient le fardeau de la preuve. Autre petite information, il faut savoir que le fardeau en arbitrage de grief, le fardeau de la preuve, pardon, n'est pas le même en arbitrage de grief par rapport à celui en droit criminel. Donc, il n'est pas question, en fait,
de la preuve hors de tout doute raisonnable, comme c'est le cas en droit criminel. On n'a pas besoin d'avoir une preuve qui est béton, béton, béton. Vous m'excuserez le choix de terme, mais en fait, c'est que l'arbitrage, c'est un processus qui est assez particulier. Puis je vous explique pourquoi. C'est que c'est la balance des inconvénients qui est le principe qui va guider l'arbitrage de grief en droit du travail. C'est-à-dire que l'arbitre, on doit le convaincre que c'est nous qui avons raison, qu'il y a réellement faute, et ce n'est pas hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu faute. Il faut plutôt, à partir de certains principes, dont la crédibilité, dont la preuve, dont les faits, ici et ça, il faut qu'on convainque l'arbitre qu'il y a 50 de chance plus 1 que ce que nous, notre version de fait, ben c'est vrai. Il n'est pas question de preuve, comme je le disais, on a tout doute raisonnable, mais il faut convaincre l'arbitre. Évidemment, l'arbitre, c'est le président de l'audition, c'est le président de l'arbitrage. Donc, il doit s'assurer évidemment que la tenue de l'audition s'effectue en respect des règles de procédure de droit, notamment celles selon lesquelles les parties opposées dans un grief doivent être entendues. C'est ce qu'on appelle la règle audi alteram partem, excusez-moi le terme latin, mais c'est qu'en d'autres termes, c'est que toutes les parties qui sont prenantes à une affaire doivent être entendues, doivent pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer devant l'arbitre. C'est également, en fait, à l'arbitre que revient le rôle d'évaluer la crédibilité des témoins lors de l'audition. Au niveau des étapes, comme je voulais l'aborder un peu plus tôt, on va l'aborder ici même, en fait, les étapes concrètement avant de se rendre au dépôt d'un grief ou d'avoir les suites à un grief qu'on a déposé. Bien, premièrement, c'est d'en parler avec son gestionnaire ou sa gestionnaire. Évidemment, on est parfaitement conscient que dépendamment de la dynamique, de l'ouverture, de la connaissance de la convention collective, bref, de plusieurs impondérables par rapport à son gestionnaire, tôt ou tard, on risque de devoir en parler avec son syndicat et d'aller à l'étape suivante. Donc là, évidemment, c'est de prendre contact avec nous. On vous donnerait les coordonnées à la fin si jamais vous avez des questions, si jamais il y a une problématique que vous vivez et pour laquelle vous souhaiteriez échanger avec nous. Mais c'est vraiment la deuxième étape, c'est-à-dire d'en parler avec le syndicat. Idéalement, puis on sait que dans un monde imparfait, comme c'est le cas, on n'arrive pas auprès de son syndicat avec tous nos faits, avec tout. On est parfaitement conscient. Ce n'est pas la réalité. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un minimum de faits sur lesquels on peut se pencher et ce à quoi on peut se rallier ou s'appuyer par rapport à la convention collective ou une autre loi. C'est vraiment notre travail, entre autres, d'évaluer est-ce qu'il y a réellement faute, est-ce qu'il y a possibilité de trouver un règlement même s'il n'y a pas faute ou quoi que ce soit. Bref, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est là où votre syndicat va prendre en charge votre dossier, en quelque sorte, votre enjeu, votre problématique, pour en discuter avec la partie patronale. Nos forums de discussion se résument en fait à 2 forums qui se déclinent comme suit. Premièrement, on a les comités de relations professionnelles, ce qu'on appelle affectueusement les CRP, qui sont à une fréquence approximative de 3 à 4 semaines, où le syndicat et l'employeur se rencontrent pour discuter des différentes problématiques sans que ça soit un grief encore. C'est sûr qu'avec la fréquence que vous marquerez, qui est à raison de 3 à 4 semaines, ça ne nous laisse pas beaucoup d'espace. Ce n'est pas une grosse fenêtre pour discuter. C'est sûr que par la force des choses, des courriels, des appels, s'échangent entre les 2 parties pour initier à tout le moins la discussion d'ici le prochain CRP. Lors des CRP, on discute. Il arrive parfois où on est au bout d'un... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de CRP. En fait, on a eu une problématique juste au début, en fait, dans les jours qui ont suivi le dernier CRP, ce qui fait en sorte on pourrait tout simplement en parler au prochain CRP qui est dans 3 à 4 semaines, mais avec les délais à respecter, il arrive parfois qu'on doive déposer un grief. Quand c'est le cas, bien évidemment, le grief, on ne peut pas tout simplement le déposer puis ne plus s'en soucier. Il faut en parler lors de notre comité de grief qui se tient également aux fréquences de 3 à 4 semaines. Bref, le CRP et les comités de grief se chevauchent de sorte à ce qu'on puisse garder un fil de discussion avec l'employeur. Quand on a déposé le grief, qu'est-ce qui arrive? Quand on a déposé le grief et qu'on en discute, qu'on ne trouve pas de solution, qu'est-ce qui arrive? Bien évidemment, on va demander l'arbitrage. Ça, il faut que ça se fasse dans les 6 mois
suivant le dépôt du grief. Un coup qu'on a déposé, qu'on a fait notre demande d'arbitrage, on échange des arbitres, on ne s'entend pas sur l'arbitre, plus souvent qu'autrement. On demande au ministère du Travail de déterminer un arbitre pour les deux parties, ça sur quoi ni la partie patronale ni la partie syndicale n'ont de contrôle. Une fois que l'arbitre est nominé, ça se fait en fait dans les 60 jours suivant la demande d'une des deux parties, à ce que ce soit le ministère qui détermine un arbitre. Bien là, à ce moment-là, vient l'étape d'échanger des dates, soit fixer en fait une première date d'audition. L'objectif de vous expliquer un peu les étapes derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup, c'est très procédural, c'est très long, malheureusement, de procéder dans un grief, et c'est pourquoi on encourage la discussion, les discussions de couloir que j'appelle affectueusement, c'est-à-dire de parler avec son vis-à-vis, essayer de régler la situation sans même devoir aller en arbitrage, parce que l'arbitrage, ben, c'est pas sans coût. Ça, pourquoi on arrive aux différentes avenues possibles. Donc, comme je l'ai dit depuis le début, l'étape ultime, en fait, quand on arrive à un arbitrage, ben, l'étape ultime, c'est de faire arbitrer le grief. Donc, aller plaider le grief, aller discuter de son argumentaire, bref, faire toutes les représentations nécessaires à l'aide d'un procureur ou d'une procureure afin de faire valoir ce qu'on a à faire valoir auprès de l'arbitre. Et le résultat peut être, en fait, il y a trois résultats possibles. Soit que l'arbitre, quand il va entendre notre grief, il va l'accueillir, donc il va donner suite favorablement à notre grief, donc à notre plainte, soit qu'il va l'accueillir partiellement, donc pour différentes raisons, il va reconnaître qu'il y a eu faute, mais il ne va pas nécessairement reconnaître qu'il y a préjudice. Il va reconnaître qu'il y a une faute partielle. Bref, ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, qu'on n'aime pas trop, évidemment, bien, c'est lorsque l'arbitre va rejeter le grief. Donc, il va donner raison à la partie patronale. Sachez notamment que, au risque de me répéter, les décisions arbitrales, ils sont toujours publiques. Sont non seulement publics, mais ils sont finales, sont exécutoires, donc ils ont une force d'application qui doit se faire maintenant et sont sans appel. Les autres étapes, évidemment, avant même de se rendre à l'arbitrage, c'est de se désister du grief si jamais on se rend compte qu'avec toutes les chances qu'on a évaluées, à savoir est-ce qu'on a des chances de succès ou de perte devant l'arbitre, ben, il peut arriver qu'on se désiste avant l'arbitrage. C'est même déjà possible. C'est même déjà arrivé qu'on se désiste du grief en cours d'arbitrage. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas ce qui est souhaitable. Il y a toujours différents jeux de pouvoir aussi qui peuvent être exercés. Tu sais, ce qu'on appelle un peu du bluff. Il y a possibilité de jouer différentes cartes, notamment en se basant sur des jurisprudences, donc des décisions rendues pour des cas similaires qui nous sont favorables. On va échanger ça avec la partie adverse. Bref, il y a possibilité d'en venir à l'autre étape, qui est le règlement total par entente ou le règlement partiel par entente. Donc, on va s'entendre sur des éléments sur lesquels c'est clair, l'employeur va payer, l'employeur va donner gain de cause, va donner raison à la partie qui s'en plaignait au départ sur certains aspects, mais il y a certains autres aspects qui vont demeurer en litige et pour lesquels on va devoir procéder devant l'arbitre. Sachez notamment que par expérience, depuis les 4-5 dernières années, ce n'est qu'environ, c'est près de 5 à 10 seulement des griefs qui se rendent jusqu'à l'étape d'une audition, jusqu'à l'étape d'un arbitrage. La majorité des griefs vont tôt ou tard faire l'objet d'une entente négociée entre le syndicat et l'employeur, entente qui, vous le comprendrez rapidement, n'est pas faite sans consultation des membres. On ne peut pas tout simplement, même si le Code du travail prévoit que le syndicat a le monopole de représentation, ce qui veut dire que le syndicat peut gérer ses affaires comme il l'entend et donc déposer ou retirer les griefs comme il l'entend, ce n'est pas dans notre pratique et on n'ira jamais dans cette avenue-là de tout simplement retirer un grief ou décider du sort d'un grief sans au préalable avoir consulté les membres qui sont concernés. Des fois, il y a différents aspects qui ne sont pas nécessairement sur les faits en soi qui sont pertinents et qu'on a besoin de savoir. Bref, il faut qu'on puisse avoir la chance de faire une évaluation complète, la plus complète possible pour décider du sort d'un grief.
L'arbitre, c'est quoi ses pouvoirs? Ben, en fait, l'arbitre a les mêmes pouvoirs qu'un juge en matière civile, en matière criminelle. Donc, tout ce qui est des règles, par exemple, de l'outrage au tribunal qui ne sont pas permises. L'arbitre peut également assigner des témoins à comparaître. L'arbitre peut également assigner une partie à produire un document dans un délai X. Bref, l'arbitre a plusieurs pouvoirs. Au niveau de la convention collective, bien, en matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou renverser la décision de l'employeur selon ce qui lui paraît juste et raisonnable, après, bien entendu, avoir entendu les circonstances de l'affaire de A à Z. En matière de mesures administratives, donc en termes de renvoi, de rétrogradation, bref, ce qui n'est pas de nature disciplinaire, mais par rapport plus souvent qu'autrement à la compétence, bien, l'arbitre a un seul pouvoir de réintégration ou de maintien de la mesure. Donc, il va soit pouvoir réintégrer la personne ou maintenir la mesure qu'avait prise l'employeur. En aucun cas, sachez que l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le texte de la présente convention collective ou de toute autre convention collective. L'arbitre doit se résumer à interpréter, en fait, de trancher sur l'interprétation des dispositions de convention collective ou sur l'application de la convention collective. Est-ce qu'il y a une bonne application ou une application déraisonnable, discriminatoire, injuste ou arbitraire d'une disposition de la convention collective? Ça, c'est vraiment au niveau de la convention collective qui est notamment encadrée par le Code du travail qui nous dit qu'une fois que l'arbitre a rendu sa décision, ce qu'on appelle la sentence arbitrale, bien, cette décision-là, elle est sans appel, elle va lier les parties et, le cas échéant, tous les membres qui sont concernés par l'affaire. Au niveau des délais, c'est un délai qui est relativement court. Vous saurez parce qu'en fait, l'arbitre doit rendre sa sentence dans les 90 jours suivant la fin de la dernière séance d'arbitrage ou la fin de la dernière séance d'audition. C'est un synonyme. La convention collective, d'ailleurs, prévoit également 90 jours. Ce n'est pas la même chose au niveau de grands procès dont on a été témoin dans les dernières années, au niveau de la Cour d'appel, au niveau de la Cour suprême. Ça pouvait prendre parfois certains mois. Même dans certains cas, on s'est rendu jusqu'à certaines années. Ce n'est pas le cas en arbitrage de grief. L'arbitrage de grief, c'est un processus de règlement des différends et des griefs, mais c'est aussi un mécanisme qui est à repenser. Il faut savoir qu'à l'origine, le système d'arbitrage de grief en droit collectif du travail a été conçu comme étant une alternative rapide et efficace à la lenteur des tribunaux de droit commun, donc tout ce qui est de la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada et autres tribunaux dont on ne fera pas mention. C'est pas tout à fait. C'est très beau sur le papier, c'est très beau dans la théorie, mais force est de constater que ce n'est pas la réalité. Au niveau des constats, c'est simple. C'est un échec total en regard des délais pour procéder. Je vous donne un exemple. On a des griefs qui ont été déposés en 2018, qui ont été déposés en 2017, en 2019. Et pour un ensemble de circonstances, ces griefs-là sont toujours en attente d'un arbitre qui puisse se rendre disponible pour pouvoir auditionner, pour pouvoir arbitrer ces griefs-là. Donc, c'est vous dire que les délais, c'était souhaitable au départ que le système d'arbitrage de griefs puisse faire procéder des griefs, faire administrer des plaintes dans un délai assez restreint et notamment s'en sortir avec une décision au terme d'un an, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Pour différentes raisons, bien, plus particulièrement au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, bien, le cadre légal est complètement inadapté aux multiples réalités et aux milieux soumis à plusieurs lois particulières. On va juste nommer la LSJPA. C'est une loi avec laquelle doivent composer les arbitres lorsqu'on a procédé pour un grief en audition. Et ça, qui dit cadre légal avec la loi 10, avec la loi 30, tout ça, c'est tout un ensemble de lois qu'il faut qu'on explique à chaque fois à l'arbitre lorsqu'on doit procéder. Parce qu'évidemment, avant même que l'arbitre puisse se pencher sur le grief, il faut qu'on lui mette la table en termes de cadre légal. Qu'est-ce qui s'applique? C'est quoi nos dispositions nationales de convention collective? C'est quoi nos dispositions locales? C'est quoi le régime particulier dans lequel on doit naviguer en termes de rapport collectif de droit du travail? Ça, c'est un autre enjeu. L'autre enjeu majeur qu'on a remarqué dans les dernières années, c'est l'insuffisance en termes de disponibilité et le nombre d'arbitres nommés par les partis ou par le ministère. Et je m'explique.
En fait, les arbitres, même si on a mentionné au départ qu'ils sont au total bof, à peu près une trentaine, une quarantaine d'arbitres en bonne et due forme qui peuvent être nommés par le ministère ou par les partis dans le réseau de la santé. Il faut se rendre à l'évidence que malheureusement, les arbitres, ce sont des juges, ce sont souvent des juristes qui ont donné plusieurs années d'expérience dans le milieu juridique et qui, au terme de 15 ans, 20 ans, 25 années d'expérience, ils se lancent dans l'arbitrage de grief, donc deviennent des arbitres nommés par le ministère suite à une série d'examens. Bref, je vous épargne le Bataclan. Mais ces arbitres-là ne siègent pas en été. Donc, tout ce qui est des mois de juin, juillet et même parfois septembre, bien, il y a peu ou pas de disponibilité d'arbitre. Donc là, ça nous laisse un bon 7, 8, 9 mois parmi lesquels s'entendre sur une date d'audition. Et des fois, il y a des dossiers qui peuvent prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dates d'audition pour en venir à bout du dossier et obtenir une décision. Les arbitres, si on peut avoir 2 dates d'audition pour le même arbitre dans un même dossier à l'intérieur d'une même année, c'est qu'on est très chanceux. Donc, au final, malgré l'objectif d'en faire un tribunal qui est plus accessible, bien, les multiples règles, dont celle du droit à une défense pleine et entière, s'appliquent. L'échange des disponibilités, c'est aussi un enjeu parce que lorsque la partie patronale n'a qu'un seul procureur ou une seule procureure à sa disposition, bien, ça devient très difficile aussi de fixer des dates parce que la partie patronale a tout à fait le droit de se préparer au dossier et de se prévaloir du droit à une défense pleine et entière. Ce qui fait en sorte que, qui dit défense pleine et entière, dit préparation, dit délais qui peuvent s'allonger indûment selon nous. Mais bref, le système d'arbitrage de grief, c'est réellement un système qui est à repenser. C'est ce qui clôt la présentation. Je vous ai indiqué les sources, la bibliographie à partir desquelles on a conçu la présentation. Questions, suggestions, on vous laisse la parole. Donc,